Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Et merci d'être présents pour cette nouvelle rencontre. Votre fidélité, vos pensées, vos soutiens rendent possible ces rendez-vous et leur donnent sens parce que c'est ensemble que nous cheminons. C'est ensemble que nous avançons pas à pas dans ce travail de conscience. C'est ensemble que nous apprenons à dépasser nos égoïsmes et les séparatismes qui alimentent les conflits personnels, les conflits collectifs, nationaux, internationaux, afin d'ouvrir un espace plus large à la compréhension et à l'amour. Ce soir s'ouvre le 9e temps des cycles de l'être que nous avons intitulé « Nouveau rivage » pour explorer les énergies vierges et balances et ce qu'elles nous invitent à reconnaître, à transformer et à accompagner sur le chemin du service. Lors de notre dernière rencontre en juillet, nous ouvrions ensemble une saison d'été. Aujourd'hui, nous franchissons un nouveau seuil avec l'entrée dans l'automne. Mais ce qui peut apparaître comme un commentaire banal, une simple lecture du calendrier, c'est en réalité beaucoup plus qu'il n'y paraît, parce que c'est un rappel de notre inscription dans un cycle où chaque saison marque une étape énergétique importante. Comme nous l'avons déjà vu, ce rythme s'inscrit au cœur même d'autres cycles. Et c'est en nous accordant intentionnellement à certains d'entre eux que nous pouvons croître en conscience. Et pour cela, rappelons-le brièvement, la dynamique du cycle annuel est importante afin de situer la place de l'automne dans ce grand mouvement de vie. L'hiver ouvre le cycle. Ces 3 premiers mois nous invitent au recueillement et à l'intériorité afin de poser une intention claire et d'esquisser l'axe directeur de l'année à venir. Et comme vous le savez, nous avons choisi cette année de suivre le thème des justes relations tout au long du cycle. L'hiver, c'est aussi le moment propice pour laisser derrière nous les habitudes de l'année écoulée et nous engager sur une nouvelle volute de la spirale évolutive. Au printemps, nous poursuivons ce travail et en nous ouvrant intérieurement aux énergies qui affluent, nous pouvons nous laisser imprégner par les vibrations émanant des plans supérieurs. Elles alimentent en nous des intentions fondamentales et inspirent des idées abstraites. Elles peuvent également éclairer le thème choisi des justes relations ou de tout autre thème. Ces énergies, venues des sphères supérieures, se reçoivent toujours collectivement. Mais c'est à chacun, en tant qu'individu ou en tant que groupe, de les percevoir à travers ses propres filtres, et puis de les traduire et de les amener en manifestation dans la seconde moitié de l'année. Ainsi, les 6 premiers mois s'apparentent à un vaste mouvement d'invocation. Avec l'été et l'automne, la dynamique se transforme et nous entrons dans une résonance évocatoire. Après l'invocation, l'évocation. Ce qui a été semé en nous, souvent dans le silence et l'invisible, peut désormais s'épanouir plus consciemment, jusqu'à dépasser le cadre personnel pour contribuer à l'évolution collective. Et ce soir, nous abordons une période charnière. Le passage de la fin de l'été, marqué par l'énergie de la Vierge, à l'entrée dans l'automne, portée par l'énergie de la Balance. Ce qui va nous permettre de bien mettre en évidence le passage d'une saison à l'autre. Comme chaque saison, l'été se déploie à travers 3 signes, 3 étapes successives, Cancer, Lion et Vierge. Les énergies s'inscrivent d'abord sur le plan mental, puis elles animent le plan émotionnel, afin que l'intention se précise, gagne en intensité et en force pour enfin se manifester concrètement. Nous avons donc débuté avec l'énergie Cancer, où nous avons cherché à cultiver la transparence intérieure, afin que la lumière de l'âme puisse investir le plan mental et le rendre réceptif à des idées nouvelles, ou sensible à de nouvelles compréhensions de ce qui avait été perçu en Bélier, mais pas encore pleinement saisi.
De nouvelles idées sur de justes relations, par exemple, prennent alors corps en nous. Conscient que les cycles de l'être influencent l'ensemble des âmes incarnées, nous savons que ce travail de réception et d'élaboration n'est pas individuel, mais collectif. En effet, si le cancer est le berceau des idées neuves, n'oublions pas que ce travail d'élaboration n'est pas une recherche personnelle, mais un travail de groupe auquel participent des milliers de personnes sur la planète. Puis, avec l'énergie lion, nous avons nourri cette qualité de transparence qui ouvre la voie vers l'impersonnalité. En effet, au cœur de l'été, il ne s'agit plus seulement d'accueillir, mais bien de rayonner l'amour. Et peu à peu, nous cessons de nous centrer sur nous-mêmes, nous cessons de nous identifier à une personnalité cherchant à tirer profit de l'âme, pour devenir une âme qui rayonne à travers une personnalité de plus en plus transparente et donc de plus en plus impersonnelle. Car c'est en devenant de plus en plus impersonnel qu'on aboutit à de justes relations. Ainsi, le travail d'illumination du mental, amorcé en Cancer, trouve sa continuité en Lion, où nous sommes invités à enrichir nos échanges quotidiens d'idées claires et lumineuses, reflets non plus d'une conscience individuelle, mais d'une conscience d'ensemble. Quant à la Vierge, fécondée par cette insémination intérieure, elle ouvre la naissance d'un nouvel état de conscience. Et donc, à travers ces 3 étapes, l'intention des justes relations, soutenue tout au long des 6 mois d'invocation, s'imprime peu à peu dans nos consciences et vient qualifier notre quotidien. C'est ce processus que nous allons maintenant approfondir en nous tournant plus spécifiquement vers les énergies vierges. Alors, au regard des grands cycles de l'être, l'énergie vierge peut être approchée sous 4 angles complémentaires. Tout d'abord, elle marque l'achèvement d'un cycle. En effet, les vierges, c'est à la fois le dernier temps de l'été, et puis c'est le 9e mois depuis le cycle annuel, donc le début du cycle annuel qui a commencé en Capricorne. Et puis la Vierge est également un commencement. En effet, c'est dans ce signe qu'une conscience nouvelle se fait jour et ouvre la porte à un nouvel état d'être. La Vierge est aussi un signe de terre. Elle est une terre d'accueil. Elle reçoit les énergies, elle les intègre, les ordonne. Comme une matrice silencieuse où la conscience s'ajuste et s'affine. Elle devient l'espace intérieur où l'âme prépare sa venue, où le nouveau se forme avant de s'offrir à la lumière de la manifestation. Enfin, la Vierge est associée au signe des Poissons, son opposé complémentaire. Car là où la Vierge engendre, les Poissons dissolvent. Là où la Vierge donne naissance, les Poissons accompagnent la mort des formes devenues trop étroites. Et ce jeu de polarité révèle une loi essentielle, à savoir que toute fin recèle une promesse de commencement et que toute naissance porte l'empreinte de l'éphémère. Alors ces 4 angles d'approche révèlent l'importance de l'énergie vierge dans l'histoire de l'humanité et surtout dans la période de mutation que nous traversons actuellement. Et cela se perçoit tout particulièrement sur une autre ronde que celle du cycle annuel sur laquelle nous travaillons. En effet, dans le développement de la conscience humaine, à travers le grand mouvement d'involution et d'évolution, l'entrée dans la conscience vierge constitue une étape importante, un tournant dans l'histoire de la personnalité qui est celui de la naissance de l'âme en soi, la reconnaissance de l'autre, mais aussi des autres. C'est la découverte intime, nette, persistante, de la présence de quelque chose de plus grand que la seule personnalité. Et même si cette présence n'est pas reconnue immédiatement comme étant l'âme, elle impulse une quête irréversible vers cet être essentiel et qui se pressent et se manifeste dans la vie par une soif de mieux. Et pour beaucoup, ce passage peut être vraiment déroutant,
en particulier pour tous ceux qui ont rejeté toute éducation religieuse, ou pour ceux qui n'en ont jamais reçu. Mais il faut bien préciser que, selon les énergies de chacun, cette évidence de la présence de l'âme va se révéler de multiples façons, et non uniquement de la manière mystique habituellement décrite. En fait, c'est l'assurance intérieure de l'existence de l'âme qui apparaît, et non une quelconque croyance en son existence. Le plus souvent d'ailleurs, le mot âme n'est même pas mentionné. Ce sont ces qualités essentielles, représentées par les trois qualités majeures que sont la volonté, l'amour et l'intelligence, qui se font jour, selon un ordre d'ailleurs qui se révèle tout à fait propre à chacun. Par exemple, pour certains sensibles à la volonté, s'impose l'évidence d'un plan, d'une intention supérieure, d'une volonté créatrice derrière les lois qui ordonnent l'univers. Pour d'autres, l'amour se révèle dans un sentiment croissant d'unité, de cohésion, unité avec l'humanité, avec les autres règnes de la nature, avec tout. Enfin, pour certaines personnes, c'est l'intelligence systémique qui devient source d'émerveillement, ouvrant l'accès au monde des idées abstraites, comme si elles émanaient d'un grand architecte à l'origine de l'univers. Naturellement, ces trois voies se croisent, se complètent et s'allient en une infinité de possibles. Mais, quelle que soit la voie par laquelle l'âme se révèle, l'expérience conduit toujours au même seuil. Quitter le cercle étroit du moi et les miens pour entrer dans l'espace vaste d'une conscience élargie et inclusive. Alors si vous vous intéressez à ces conférences, c'est que vous êtes déjà passé par ce stade et que vous êtes au moins en conscience vierge. Dans ce cas, lors du cycle annuel, l'énergie de la Vierge ne se contente pas de nous effleurer, elle va nous bousculer. Elle va nous solliciter et nous inviter à franchir un pas de plus sur le chemin de l'union entre l'âme et la personnalité. Mais chercher à adopter des valeurs plus impersonnelles au sein d'un quotidien dominé par les repères personnels et individualistes suscite une dualité et de vives tensions intérieures. Et nous imaginons pouvoir résoudre ces dualités en alternant des temps consacrés à ce nouvel état de conscience avec les temps réservés à nos habitudes quotidiennes. Mais cette juxtaposition, si rassurante en apparence, n'est absolument pas la voie qui conduit à l'union de la personnalité et de l'âme. Donc, l'énergie vierge ne nous propose pas un temps partagé entre les deux états de conscience, mais une union véritable. Et c'est cela qu'on appelle vivre la spiritualité au quotidien. Mais comment laisser les valeurs de l'âme, le plan, l'amour, l'intelligence créatrice, comment laisser imprégner chaque geste, chaque relation, chaque instant? Par expérience, nous connaissons bien le fonctionnement qui consiste à vivre notre vie personnelle en la saupoudrant de moments spirituels. Mais faire transparaître les valeurs essentielles de l'âme à travers notre quotidien, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pourtant à cela que nous invitent les énergies vierges. Et cela demande du temps. Ça demande du temps parce que nous avons longtemps fait l'inverse, à savoir utiliser l'âme pour servir nos intérêts personnels. Alors la Vierge nous invite donc à ce travail d'union intérieure jusqu'à ce qu'on puisse affirmer la parole clé de ce signe. Je suis la mère et l'enfant, moi Dieu, je suis matière. Je suis la mère et l'enfant, moi Dieu, je suis matière. La mère, c'est la personnalité, la forme, qui finit par donner naissance à l'enfant, l'âme que nous sommes. Alors évidemment, il peut sembler paradoxal d'affirmer que c'est la personnalité qui donne naissance à l'âme, puisque nous savons que c'est l'âme qui, en se manifestant, engendre la forme, et donc la personnalité. Et oui,
Pourtant, si l'âme suscite bien la personnalité depuis des plans subtils, dans l'histoire du développement de la conscience humaine, c'est bien la personnalité qui progressivement ouvre la voie à un nouvel état de conscience qui est celui de l'âme qu'elle perçoit émerger peu à peu en elle. Et de cette union toujours plus consciente, jaillit à terme l'union ultime, celle de l'esprit et de la matière. Donc moi Dieu, je suis matière. La Vierge est donc une vaste déclaration d'amour et une invitation à aimer. Alors, quelles sont les énergies spécifiques qui confèrent à ce signe son identité? À son niveau le plus abstrait, la constellation de la Vierge transmet à notre système solaire la puissance du rayon 2 d'amour-sagesse et celle du rayon 6 d'idéalisme et de dévotion. Le rayon 2 d'amour-sagesse occupe une place centrale dans ce signe, puisque la force d'union en est la caractéristique principale. Présent également en Poisson, signe opposé et complémentaire de la Vierge, l'amour imprègne complètement cet axe énergétique Vierge-Poisson. Mais là où les énergies Poisson ouvrent à l'infini et à l'unité du tout au terme de la préparation hivernale, les énergies Vierges invitent en fin d'été à incarner cet amour au quotidien, en mariant les états de conscience de l'âme et de la personnalité en une unité vivante et fonctionnelle. Quant au rayon 6 de l'idéalisme, il accompagne et soutient ce mouvement. En Poisson, il sous-tend la quête d'amour et stimule l'élan d'invocation, tandis qu'en Vierge, il inspire une attitude plus évocatoire, tournée vers l'expression de cet amour dans la vie concrète. Ainsi, la mise en perspective de ces deux constellations aux énergies similaires révèle l'importance de la saison et de la place respective de ces signes dans la créativité du cycle annuel. En Poisson, les énergies appellent et invoquent. En Vierge, elles répondent et s'évoquent en s'incarnant dans la matière vivante de l'existence. Alors, une fois ces rayons transmis par la Vierge à notre système solaire, ce signe va également nous impacter par le biais de ses régents planétaires, qui influent plus directement l'âme ou la personnalité humaine. En Vierge, l'âme est touchée par la lune voilant Vulcain, tandis que la personnalité est placée sous l'influence de Mercure, planète que nous avons déjà rencontrée. En effet, après avoir traversé les signes du Cancer et du Lion, où se révélaient la Lune, Neptune et le Soleil, nous n'avons plus guère de planètes à découvrir lors des 3 signes d'automne. Et c'est pourquoi nous allons retrouver certaines des planètes déjà vues dans les signes précédents, mais dans des configurations différentes. Parce que ce n'est plus le temps de la découverte, mais c'est celui de l'intégration. Et donc à ce stade du cycle, il ne s'agit plus seulement de reconnaître ces influences, mais de les vivre autrement et de les incarner plus pleinement. Alors, commençons donc par voir le rôle de Mercure. C'est la 3e fois en 9 mois que nous rencontrons Mercure, planète qui incarne et qui rayonne l'énergie du rayon 4 d'harmonie par le conflit. Ce rayon joue un rôle majeur pour l'humanité, qui en tant que 4e règne de la nature entre en résonance directe avec cette vibration. Cette affinité est d'autant plus puissante que l'âme humaine dans son ensemble est animée par l'énergie du rayon 4. Au fil du cycle annuel, Mercure s'est déjà manifesté en Bélier, où il influence l'âme et où il soutient le rôle de l'humain comme agent transmetteur du plan grâce au mental. Et puis nous l'avons vu également en Gémeaux, où il influence directement la personnalité, en l'invitant à découvrir la dualité entre soi et les autres, à vivre les antagonismes qui s'ensuivent et à trouver l'harmonie. En Vierge, Mercure, planète du conflit, poursuit son travail, mais en le déplaçant à l'intérieur de soi. Il ne s'agit plus de découvrir l'autre à l'extérieur,
mais l'autre en soi, cette dimension plus vaste qui nous habite. Et cette rencontre fait naître une dualité intérieure, avec son cortège de dissensions, mais aussi une propension à une quête profonde d'union. Mercure agit ici comme l'aiguillon de l'insatisfaction. Il pousse sans relâche à chercher un accord plus complet avec le soi profond comme avec autrui. L'absurdité apparente de la vie, les tensions intérieures, les différends avec les proches. Tout cela se heurte à une certitude intime, celle qu'il existe une harmonie supérieure au-delà des apparences. Et c'est ce mouvement, fait d'accords qui se trouvent et qui se perdent, fait d'aspiration, de lutte et de réconciliation, qui ouvre peu à peu la voie vers l'âme. Mais la lutte avec soi-même est rude. Avancée, recul, clarté fulgurante et doute persistant se succèdent. Jusqu'à ce que la conscience, devenue plus réceptive, s'ouvre à une influence plus subtile et plus profonde, celle de Vulcain, voilée par la Lune. Ah. Alors nous avons déjà rencontré Vulcain en Taureau, un autre signe de terre. Cette planète en substance éthérique est plus proche du Soleil. C'est la plus proche des planètes du Soleil. Elle incarne et rayonne l'énergie du rayon 1 de volonté-puissance. Elle est le symbole de l'âme impulsant la volonté, l'intention du plan à l'ensemble des terriens. Et à ce propos, il est intéressant de souligner que deux planètes relaient le rayon 1 dans notre système solaire. Vulcain dans le signe de la Vierge et Pluton, encore une fois, dans les Poissons. Ces deux signes opposés complémentaires. Vulcain la plus proche du Soleil et Pluton la plus éloignée. Ils se répondent comme les deux pôles d'une même vibration. Elle semble indiquer que le rayon 1, porteur à la fois de l'alpha et de l'oméga du plan d'amour, en délimite aussi l'espace, reliant l'invisible et le visible, reliant le plus proche au plus lointain. Quant à la Lune, qui voit le Vulcain, nous l'avons déjà rencontrée en Cancer. Et nous avons vu qu'elle symbolise le monde des formes physiques, émotionnelles et mentales. Elle nous relie au passé, et elle préserve la mémoire de tout ce que nous avons perçu en maintenant vivantes les structures anciennes et les schémas familiers. Alors en Vierge, la Lune qui symbolise la personnalité, le moi, voit le Vulcain, symbole de l'âme. Mais cette situation n'est pas figée. Et l'association entre ces deux planètes, en fait, va représenter la progression possible des rapports entre la personnalité et l'âme. Appelée aussi, comme nous l'avons vu précédemment dans la symbolique astrologique, la mère et l'enfant. En effet, au début, la Lune symbolise la mère qui est enceinte de l'enfant. Elle pressent la présence de l'âme, mais celle-ci pour l'instant demeure voilée. Puis lorsque vient la naissance, la mère personnalité réalise l'importance de la demande de l'enfant âme et la nécessité de s'y consacrer. Enfin, lorsque l'enfant grandit, la mère admet qu'elle ne peut plus ignorer l'enfant, vivre à côté. L'âme est là, présente, et fait entendre sa voix. Alors, progressivement, avec abnégation ou résistance, bien la mère commence à s'occuper sérieusement de l'enfant. Et c'est ainsi que progressivement, la personnalité se consacre à relayer les énergies essentielles de l'âme et que du coup, la Lune ne voile plus Vulcain, mais le révèle. Là, toute l'évolution dans la relation entre ces deux planètes. Et donc, pendant le mois de la Vierge, nous devenons particulièrement sensibles à l'énergie de Vulcain, ce qui crée un certain nombre de perturbations. En effet, lorsque l'âme et ses valeurs commencent à être perçues, il en résulte un afflux d'énergie dont le premier effet c'est de stimuler la personnalité en interrogeant ses choix. Jusqu'ici, elle n'était tournée que vers son propre épanouissement et son bonheur. Mais maintenant, ça lui apparaît de plus en plus insatisfaisant et dénué de profondeur, dénué de sens. Et l'insatisfaction va croissante
jusqu'à ce que Vulcain vienne inscrire de plus en plus le sens de l'existence dans un projet plus vaste que l'unique bien-être personnel. Et c'est pourquoi la personnalité qui jusqu'ici se servait des autres ressent alors le besoin d'être utile aux autres, que ce soit à travers son activité professionnelle ou par un engagement bénévole. Et en même temps, elle sent poindre la volonté de se perfectionner, de purifier ses corps pour les rendre plus aptes au service ou plus disponibles au bien commun. Mais cette intention, tout à fait louable, a un inconvénient, celui de recentrer encore davantage l'attention sur soi en multipliant les préoccupations autour des trois corps et de leurs besoins. Alors c'est une étape nécessaire, mais qui peut éloigner, au moins dans un premier temps, du véritable service. Parallèlement, c'est aussi un moment où peut s'amorcer une démarche spirituelle, nourrie par une sensibilité nouvelle envers l'âme et un désir de connaissance, destiné à répondre aux multiples questions qui surgissent alors. La personnalité, alimentée par ces découvertes, s'enrichit alors d'un savoir intellectuel sur l'âme. Mais cet enrichissement, paradoxalement, tend souvent à accentuer la séparation plutôt qu'à rapprocher les deux. Car un appétit excessif pour les connaissances concrètes ne favorise pas la véritable compréhension et risque au contraire de l'obscurcir et de la refermer momentanément. Alors quand la personnalité le réalise, cela l'insécurise et il arrive de regretter l'époque où il ne se posait pas de questions et où tout semblait si simple. Mais pas question de faire demi-tour. La Vierge en réalité nous place devant un nouveau rivage. Elle bouleverse nos repères et transforme notre vie en profondeur. Heureusement, la poussée du rayon 1 de volonté rayonnant à travers Vulcain stimule et incite à dépasser toutes les formes de découragement. Elle développe progressivement en chacun la constance dans l'effort, l'endurance, la persévérance spirituelle et cette force tranquille qu'est la détermination. La détermination de persister dans la voie de l'âme quoi qu'il arrive. Et parmi ces 4 qualités, la détermination occupe une place particulière. En effet, s'efforcer de rester en conscience globale à travers l'ensemble des occupations et des préoccupations quotidiennes, ça exige un engagement de tout l'être, et donc un sens aigu de la détermination. C'est par cette force que les idées et les aspirations, au mieux, deviennent une feuille de route et non un ramassis de vœux pieux. Mais la détermination, c'est une énergie singulière qui prend des visages tout à fait différents selon la façon dont on l'aperçoit et le niveau où on se place. La détermination n'entraîne pas du tout le même mouvement selon qu'elle exprime la volonté de la personnalité ou la volonté de l'âme. Du point de vue de la personnalité, la détermination, c'est simplement la force qui permet de s'atteler à une tâche et de la mener à bien. Elle est la volonté individuelle qui permet de tracer sa route vers un objectif choisi et permet d'affirmer alors qu'on est déterminé et qu'on ira jusqu'au bout. Mais ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas la détermination de la personnalité, mais celle de l'âme. Et cette détermination, c'est l'énergie de volonté à l'œuvre. C'est elle qui guide la personnalité vers ce qu'elle a à faire. Et cette détermination, c'est justement l'énergie de volonté. Et cette énergie de volonté, elle est omniprésente. En effet, c'est l'âme qui détermine l'ensemble des conditions de l'existence au sein desquelles l'humain évolue. Elle impulse donc, avec détermination et sans discontinuer, cette qualité de volonté à la personnalité, pour qu'elle la seconde dans le travail pour lequel elle s'est incarnée. Et c'est donc l'âme qui appelle. Et la personnalité répond progressivement à l'appel. L'appel du but, l'appel de l'âme,
l'appel du service auquel elle choisit un jour de se consacrer avec détermination. Parce que nul ne peut véritablement se donner au service sans un minimum de détermination. On ne peut servir sans être saisi par l'appel de l'âme qui insémine à la personnalité la volonté de la rejoindre. Et c'est ainsi que s'opère le mariage entre l'âme et la personnalité. Mais cette volonté est exigeante. Elle conditionne la personnalité en contraignant les différents corps à l'intégrer. Et ce n'est toujours pas facile. L'énergie du premier rayon peut susciter une tension mentale, une fièvre intérieure, une pression constante et des remises en question incessantes. Alors à notre niveau d'évolution, la détermination d'aimer, c'est vraiment ce qui permet de transformer le désir d'unité en une réalité vécue. La détermination d'aimer, elle est la force qui pousse l'humanité à dépasser les clivages pour bâtir de justes relations. Et c'est en mettant en œuvre, jour après jour, cette expression de la volonté de l'âme, que nous répondons à l'énergie d'amour, qualité fondamentale de la Vierge, comme nous l'avons vu. L'amour, c'est la force de cohésion qui relie l'âme et la personnalité, comme il relie l'ensemble des plans de l'existence, puisque la cohésion est l'une de ses expressions essentielles. Alors, arrêtons-nous un instant sur la cohésion. Comme pour tous les concepts, il y a au moins deux angles d'approche possibles, selon qu'on les voit à l'œuvre dans le monde des formes, ou bien qu'on les aborde du point de vue de l'âme et de la conscience. En ce qui concerne la cohésion, si on la considère d'une manière formelle, c'est une grande loi d'unité qui maintient en lien les mondes visibles et invisibles. C'est une loi qui structure le réel. Et la physique en rend compte à travers les 4 lois fondamentales que sont les lois de gravitation, la loi de l'électromagnétisme et les lois d'interaction forte et d'interaction faible. Ces 4 lois de cohésion façonnent la structure et l'intelligence de l'univers dans lequel nous évoluons. Ainsi, nous ne sommes pas simplement reliés par des besoins ou des échanges matériels, mais nous sommes collectivement insérés dans une trame énergétique qui sous-tend et soutient la vie elle-même. Chacun de nos gestes, chacune de nos pensées, chaque émotion que nous émettons résonne bien au-delà de nous-mêmes. Ainsi, ce que nous faisons à l'autre, nous le faisons à nous-mêmes. Et donc à l'ensemble, ce que nous oublions trop souvent. Et donc le fonctionnement de l'univers repose sur cette cohésion structurelle. Mais au-delà du monde physique, la loi de cohésion se manifeste aussi sous une dimension qualitative. En effet, du point de vue de l'âme, elle est l'union des multiples plans intérieurs de l'existence. Et il nous appartient de révéler cette qualité fondamentale de l'amour par des expansions de conscience, qui d'inclusion en inclusion dévoilent l'amour et révèlent l'unité. Ce travail est déjà en cours naturellement, parce que cycle après cycle, la détermination à aimer se manifeste et s'insinue toujours plus profondément dans les consciences humaines. Et si tous ceux qui aujourd'hui s'offusquent de la guerre en constatant les violences et les horreurs qu'elle génère pensent que cette qualité d'amour est totalement absente, c'est qu'ils n'en voient que l'aspect formel. Parce que l'amour, c'est une force qui dépasse la façon dont nous le représentons, qui dépasse la façon dont nous le percevons. À notre niveau, l'amour se teinte d'appréciation, mais le véritable amour ne demande pas du tout de s'apprécier les uns les autres. Il invite, à travers de multiples conflits, à nous reconnaître, à nous comprendre, à nous respecter, pour œuvrer ensemble pour le bien commun, qui va se révéler et qui se révèle progressivement dès que nous choisissons de servir ce qui dépasse nos intérêts personnels. Alors, incarner l'amour sur Terre, c'est un voyage qui s'étend sur des milliers d'années. C'est un chemin, c'est une pratique, un apprentissage patient qui s'inscrit dans la durée. Et les énergies vierges soutiennent cette intention.
en insufflant, cycle après cycle, un peu de détermination supplémentaire pour aider les humains à cultiver toujours plus finement la force d'amour et la cohésion des consciences. Et c'est ce pourquoi nous nous sommes incarnés. Et c'est là le pouvoir de tous ceux qui foulent le sentier de l'évolution. C'est un pouvoir à la portée de quiconque aspire à servir. Mais le fait qu'il soit accessible ne signifie pas qu'il soit facile à mettre en œuvre, et nous comprenons dès lors la raison d'être des multiples cycles par lesquels nous passons. Vie après vie, année après année, saison après saison, nous sommes invités avec un peu plus de conscience à incarner plus d'unité pour ancrer le changement que nous pouvons accompagner. Et ces multiples cycles offrent inlassablement de nouvelles occasions de nous y atteler. Vie après vie, oui, mais aussi jour après jour, geste après geste. Nous sommes incités à plus de reconnaissance, à plus d'unité dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes. Et chaque effort en ce sens transforme non seulement notre propre existence, mais aussi le tissu subtil des relations humaines. Alors, plus nous comprenons le plan dans lequel l'humanité est inscrite, plus nous pouvons percevoir ce qui nous est proposé d'actualiser, et plus nous participons à la réalisation du vaste dessein d'amour, qui est avant tout le fruit et l'expression d'une expansion de conscience. Parce que seule l'expansion de conscience permet d'inclure toujours davantage, plus large, plus vaste, plus universel. Et ce chemin d'inclusion, c'est l'amour en action. Le chemin d'inclusion, c'est l'amour en action. Voilà ce que nous proposent les énergies vierges. Être sensible à la détermination d'aimer, qui émane de l'âme, et réaliser que toute expansion de conscience, c'est l'amour en action. Alors, nous n'allons pas, comme lors des conférences précédentes, détailler la mise en œuvre de ce travail au fil des 4 phases solilunaires, puisque le mois de la Vierge touche à sa fin. Nous allons simplement évoquer la 4e phase de ces énergies mensuelles qui court jusqu'au 25 septembre. Nous sommes donc en phase d'intégration du 3e temps annuel, c'est-à-dire du 3e temps de l'été, qui s'achève, et ce mois Vierge, qui correspond à la période de rentrée, a pu se révéler éprouvant sous l'influence de Vulcain. Les péripéties intérieures, comme les événements extérieurs, se présentent tels des miroirs grossissants, reflétant ce que nous souhaitions voir naître, mais comme ce que nous préférerions ignorer. Et ce dernier temps d'été, qui amène les énergies jusque sur le plan physique, donne naissance à de nouvelles opportunités. Alors certaines apparaissent comme des bénédictions, d'autres prennent la forme d'épreuves, de contrariétés, de résistance. Mais quoi qu'il en soit, c'est chaque fois l'occasion d'ouvrir sur de nouvelles expansions de conscience qui accroissent notre capacité à aimer. Et c'est donc à ces opportunités qu'il faut être attentif pour accompagner l'intégration des énergies vierges et préparer la balance qui va nous inviter à suivre les injonctions de l'âme avec plus de cohérence encore. Alors, la balance. En tant que premier signe d'automne, elle donne l'occasion d'intégrer tout ce qui a été travaillé consciemment ou non durant les 3 saisons précédentes. Dans le jeu des opposés complémentaires, les 3 signes d'automne mettent en lumière ce qui a été touché lors de la phase de contact au printemps. Ainsi, dans son rapport au Bélier, la balance nous engage à vivre concrètement les idées concernant les justes relations sur lesquelles nous avons mis le focus depuis le début de ce cycle. Par ailleurs, dans la dynamique des éléments feu, terre, air, eau, la balance est un signe d'air. Et si le feu du Bélier a permis de focaliser la lumière sur certaines idées, c'est en balance qu'elles sont appelées à circuler concrètement plus librement parce que l'air est symboliquement un transmetteur qui peut véhiculer les informations depuis les sphères les plus abstraites
jusqu'à leurs expressions les plus concrètes. Et puis, à un tout autre niveau, la constellation de la Balance relaie dans le système solaire les énergies du rayon 3 d'intelligence créatrice. Et la puissance de ce rayon confère aux idées perçues en bélier une vivacité et une souplesse particulières permettant de discerner ce qui est le plus intelligent de concevoir et de mettre en œuvre. Ce rayon donc insuffle plus d'intelligence dans les rapports entre tous, stimule plus de mouvement dans nos pensées et conduit à plus de fluidité dans nos relations individuelles et collectives. Il confère aux idées perçues en bélier une vivacité et une souplesse particulières, permettant de discerner ce qui est le plus intelligent de faire et engage à le faire. Alors, en ce qui concerne les influences planétaires caractérisant le signe de la Balance, c'est l'énergie d'Uranus qui influence l'âme. Déjà rencontrée en Verseau, autre signe d'air, cette planète, Uranus, incarne l'énergie du rayon 7 de l'ordonnancement. Par sa poussée, Uranus met en cohérence les idées et leur application. Il est la puissance de concrétisation, il est le trait d'union et la réalisation entre ce qui est pensé et ce qui est vécu. Ainsi, en Vierge, nous avons vu combien l'énergie de cohésion traverse et emplit la vie des mondes visibles et invisibles. Et combien il est vital de révéler et de magnifier cette qualité d'amour afin d'ouvrir les consciences à l'unité. Mais à notre niveau, pour vivre en conscience cette loi de cohésion, nous sommes chacun conviés à un effort de cohérence. C'est-à-dire à nous efforcer de mettre en accord nos valeurs, nos paroles et nos actes. Être cohérent, c'est aligner ses idées, ses idéaux, ses paroles et ses actions. Une telle attitude a beaucoup de répercussions parce qu'elle inspire confiance et génère une vibration d'ouverture qui favorise l'unité et renforce la cohésion, qu'elle soit individuelle, familiale, sociale ou même nationale. Lorsqu'un individu, un groupe ou une institution agit en conformité avec ses engagements, il gagne en crédibilité. Les relations établies avec les autres deviennent alors claires, saines et constructives, même dans la confrontation ou le désaccord. En fait, la cohésion collective d'un groupe naît tout d'abord de la cohérence des individus, puis de l'accord profond entre les valeurs de chaque individu et celles du collectif auquel il appartient. Et sans cette double cohérence, la confiance s'effrite, les liens se fragilisent et les communautés finissent par se disloquer. Mais au-delà des dissensions internes propres à certains collectifs, la difficulté majeure tient aussi au fait que dans nos sociétés, elles sont aujourd'hui confrontées à l'existence de groupes animés par des logiques différentes, donc par des cohérences différentes. Et donc, faute de vision commune, ou même faute de chercher à dépasser les clivages dans lesquels chacun s'enferme, la cohésion sociale, là aussi, se délite. Et c'est précisément ce que reflète l'actualité du monde. Nous assistons à une fragilisation du lien social, à l'érosion d'un sentiment de reconnaissance et d'appartenance qui, bien qu'imparfait, contribuait autrefois à maintenir une certaine qualité de vivre ensemble. Or, la cohésion sociale ne peut exister que si les grandes structures collectives, politiques, économiques, éducatives, se montrent elles-mêmes cohérentes. Faute d'une vision commune, ce sont toutes les incohérences du monde qui éclatent au grand jour. Ainsi, une société qui proclame la liberté, l'égalité et la fraternité, tout en tolérant des inégalités criantes, ne peut prétendre à une véritable cohésion. De même, une économie qui valorise le bien-être de certains, tout en exploitant sans mesure d'autres êtres humains, en exploitant les ressources naturelles ou les règnes subhumains, manifeste une incohérence profonde qui mine son avenir. Dans l'évolution humaine, il faut bien se rendre compte que
La cohérence n'est pas un luxe moral. Elle est une exigence structurante. Elle est la condition même qui permet d'incarner de nouvelles idées et de nouvelles valeurs. Dans un monde où la conscience individuelle s'exprime désormais sans complexe, les valeurs du bien commun et des justes relations sont trop souvent reléguées à l'arrière-plan. Et c'est pourquoi il nous revient de les cultiver, de les remettre au centre, et surtout d'être cohérents avec nos idées. Parce que c'est ainsi que nous pouvons contribuer à une plus grande cohésion, à une plus grande unité. Plus nous penserons en termes de bien commun, plus nous agirons pour l'ensemble et au nom de l'ensemble, plus nous appliquerons avec constance les valeurs d'altruisme, plus nous qualifierons les structures du monde par l'amour, et plus nous nous rapprocherons de notre mission d'humain. Toutes les grandes figures qui ont marqué l'histoire de l'humanité l'ont fait par leur puissance de cohérence. Elles incarnaient une parfaite adéquation entre leurs pensées, leurs paroles et leurs actes. Et alors aujourd'hui, cette tâche ne relève plus seulement d'individus isolés, parce que c'est en tant que groupe, c'est en tant que communauté humaine que nous devons apprendre la cohérence, si nous voulons faire de justes relations un objectif réellement atteignable. Alors, comme vous pouvez le voir, le premier signe d'automne nous incite à instaurer la cohérence entre ce que nous avons vécu en conscience depuis le début du cycle et notre quotidien. Et c'est ça qu'on appelle l'intégration, la note clé de l'automne. Par ce processus, nous avons à faire passer les idées et des idéaux que nous avons cultivés, que nous avons nourris ces derniers mois dans nos engagements, dans nos manières d'agir et dans nos modes de relation. C'est pour ça qu'il importe d'identifier ce que nous avons vécu, de le nommer pour mieux l'ancrer. Parce que nommer, c'est déjà reconnaître, c'est déjà donner corps et conscience. Et si pour nous, l'été s'achève sur une note de détermination à unir, de détermination à aimer, eh bien il est temps, maintenant, pour être cohérent, de s'accorder à cette note. Et cela malgré éventuellement les résistances inévitables qui se dressent comme des boucliers pour repousser le changement. En effet, en balance, la personnalité est sous l'influence de Vénus. Or, Vénus, à ce niveau personnel, incite souvent au compromis, à la continuité douce, au changement feutré, qui ménage l'ancien plutôt que de laisser la place au nouveau. Elle tend ainsi à favoriser une sorte d'incohérence confortable, mais profondément anti-évolutive. La peur d'un bouleversement trop soudain pousse alors à gagner du temps, à différer les ruptures, pourtant nécessaires, et à se protéger de ce qui dérange. Cette tendance traverse nos vies personnelles, aussi bien que les dynamiques sociales, politiques ou économiques. Partout sous cette influence, on cherche à vouloir plaire à tout le monde, à concilier sans trop transformer, à aménager l'existant sans oser trancher. Et c'est là qu'entre en jeu l'énergie d'Uranus, régent de l'âme en balance, qui appelle à une mise en cohérence radicale avec les valeurs supérieures et à l'émergence de justes relations. Ouais. Mais ça peut effrayer. Parce que répondre à cet appel suppose des renoncements. Ça suppose d'abandonner des privilèges, de lâcher des façons d'être ou d'agir, auxquelles nous nous accrochons mordicus. Uranus bouscule, secoue, et son énergie peut sembler déstabilisante tant elle exige de vérité et d'alignement. Et c'est précisément pour équilibrer cette tension que la balance invite à cultiver deux qualités précieuses, la discrétion et la mesure. Non pas comme une échappatoire pour repousser encore l'application concrète des valeurs que nous proclamons, mais comme un chemin vers plus d'impersonnalité. La discrétion et la mesure nous aident à ajuster nos pas sans violence,
à transformer sans brutaliser, pour rendre l'alignement réel et durable. Alors, de quelle discrétion s'agit-il? Initialement, le terme discrétion a la même racine étymologique que discernement. Ainsi, être discret signifie être capable de juger avec justesse, de séparer ce qui est approprié de ce qui ne l'est pas, bref, de discerner. Et de cette faculté est née naturellement la prudence, le sens du juste et une certaine sagesse. Ainsi, une certaine retenue a progressivement été associée à la discrétion. Retenue qui s'inspire de respect, de souci d'équilibre et de volonté d'agir à bon escient. Et c'est ainsi que, petit à petit, par glissement sémantique, la discrétion en est venue à désigner davantage une attitude réservée, modeste, mesurée, plutôt qu'une qualité de jugement. Mais les deux acceptions, anciennes et modernes, de la discrétion, trouvent une résonance toute particulière dans le signe de la balance. En effet, s'il est indispensable de cultiver toujours davantage de cohérence en nous-mêmes et autour de nous, encore faut-il le faire avec intelligence, en nous adaptant au terrain, au contexte, en nous adaptant aux situations et aux âges de conscience des êtres avec lesquels nous avons affaire. La cohérence ne peut s'imposer par une volonté brutale, appuyée sur un jugement tranchant et rigide. Discerner pour agir avec prudence et sagesse est une attitude essentielle. Mais ce discernement doit rester vivant et fluide, sans pour autant se diluer dans des tergiversations vénusiennes ou dans une indécision paralysante. Quant au sens moderne de la discrétion, celui de la réserve et de la modestie, il est lui aussi précieux. Parce que si nous sommes, chacun à notre mesure, acteurs du plan, nous n'avons certes pas à nous en vanter, ni à en tirer gloriole. Une telle attitude serait en totale contradiction avec l'esprit même de service. Ainsi, discerner avec sagesse, rester mesuré dans nos jugements, cultiver réserve et modestie, tout cela converge vers une autre grande qualité que le signe de la balance nous invite à incarner, la mesure. En effet, si la détermination est indispensable pour appliquer une idée, ce n'est qu'avec mesure que ça s'avère possible. Dans le monde des formes, la mesure, c'est ce qui permet d'évaluer, de comparer, de délimiter. Mais, entendu plus subtilement, la mesure, c'est ce qui accorde. La mesure, c'est ce qui imprime un rythme aux choses. Elle ordonne, elle agence, elle propose un tempo qui permet à la vie de s'organiser en une cohérence fluide avec ce qui se présente. Rien n'y déborde, rien n'y manque, rien n'y reste inutilisé. La mesure, c'est l'art de donner corps sans excès et sans perte, en accord avec le mouvement ajusté au moment. Et cela est toujours relié à un contexte. Dans les livres de l'Agni Yoga, il est fréquemment question d'un principe qui est appelé la co-mesure. La co-mesure est une dynamique vivante d'interaction entre soi et l'ensemble. Elle désigne la faculté intérieure de garder la juste proportion des choses, d'évaluer avec lucidité les rapports, les priorités et l'importance relative des actions, des pensées et des événements. La commesure dépasse la simple prudence individuelle pour être un principe de discernement global qui permet de distinguer l'essentiel du secondaire et de reconnaître ce qui est juste et opportun dans l'instant de ce qui ne l'est pas. La commesure est donc cette capacité de percevoir à la mesure de notre conscience une hiérarchie des valeurs et de vivre en cohérence avec cette hiérarchie. La commesure invite donc à chercher l'équilibre entre l'attention donnée au bien commun et la prise en compte des nécessités concrètes de la vie quotidienne. Parce qu'en balance, tout est affaire d'équilibre. Équilibre entre l'âme et la personnalité qui ont déjà cherché à s'allier en vierge,
équilibre pour dépasser toujours plus la dualité, équilibre pour accompagner ce que nous pouvons assumer et porter vibratoirement. Parce qu'en manifestation, l'important, ça n'est ni d'entretenir des projets démesurés, ni de se réfugier dans une vision mystique inaccessible, mais bien d'ancrer à chaque instant le pas juste, celui qui, même infime, contribue à améliorer le bien commun. Sur les plans subtils, la commesure, c'est comme une petite musique intérieure que nous pouvons entendre et transformer en accords qui sonnent juste. Sans détermination, il est vain de s'engager dans une entreprise. Mais sans commesure, nul ne peut discerner ce qui est vraiment utile, adapté à l'instant, ni intégrer les leçons de l'expérience, parce que la commesure est toujours un rapport. Et lorsque ce rapport s'établit consciemment entre l'âme et la personnalité, nous savons alors qu'il nous est simplement demandé d'être et d'agir au mieux, ni plus ni moins, sans excès ni manque, afin d'éviter la dispersion, la surenchère ou le découragement. La commesure instaure une paix intérieure. Quand elle se décline des sphères les plus subtiles jusqu'aux plus concrètes, elle opère un rapport vivant entre le global et le particulier, entre la vision d'ensemble et les nécessités de l'instant sans cesse à réajuster. Parce que les démesures multiples auxquelles nous assistons aujourd'hui révèlent combien l'équilibre entre l'âme et la personnalité au sein des groupes humains se cherche encore sans se trouver. Et c'est pourquoi, plus que jamais, il nous appartient de cultiver la commesure en toutes circonstances, afin que notre détermination à servir puisse répondre à l'appel de l'âme sans que la personnalité ne sombre dans une cacophonie généralisée. C'est donc avec discrétion et commesure que les énergies de la balance nous invitent à la cohérence, en poursuivant le travail de transformation amorcé avec les énergies de la Vierge. Un juste rapport est à trouver entre les deux plateaux de la balance, sur lesquels se trouvent d'un côté les valeurs de l'âme et de l'autre les intérêts du moi. Et c'est alors que se repose la question de la mise en cohérence de ces deux aspects. Qu'est-il intelligent de faire? Et là, naturellement, la réponse peut s'entendre du point de vue de l'intérêt personnel ou du point de vue du bien de l'ensemble. Ah, lequel des deux allons-nous choisir? Eh bien, en fait, nous allons choisir ni l'un ni l'autre. Parce qu'il n'y a pas à opter entre l'intelligence créatrice appliquée à nos affaires quotidiennes et l'intelligence de l'âme orientée vers la mise en œuvre du plan. La balance n'invite pas à un choix exclusif, mais à un choix, un cheminement inclusif dans l'art de la relation entre l'âme et la personnalité. La Vierge nous a conduits à unir la mère et l'enfant. La personnalité et l'âme, ce n'est donc pas pour n'en choisir qu'un des deux en balance. Et c'est pourquoi l'intelligence de la balance ne nous propose pas un combat d'où l'un ou l'autre sortirait vainqueur, mais une alliance, une commesure, permettant d'amener les valeurs subtiles à travers la personnalité dans la manifestation. La voie de la balance nous apprend donc à ajuster la relation entre âme et personnalité, de telle sorte que les valeurs de l'âme trouvent à s'exprimer dans la matière à travers les responsabilités, à travers les créations de la personnalité. Et c'est précisément ce que rappelle la parole clé du signe: je choisis la voie qui conduit entre les deux grandes lignes de force. Il ne s'agit pas d'opposer, mais de trouver l'équilibre vivant qui permet à l'âme et à la personnalité de travailler ensemble, chacune apportant sa qualité propre. Et donc la balance nous enseigne l'art d'unir sans confondre, l'art d'intégrer sans écraser, l'art de choisir sans exclure. Mais cette mise en cohérence n'est pas un acte ponctuel. Elle est un processus qui se vit dans le temps, rythmé par les cycles. C'est pourquoi le cycle solilunaire que nous allons voir maintenant est un guide pratique, puisque chacune de ces 4 phases offre une tonalité particulière
qui éclaire une facette de ce travail d'intégration. Lors de la première phase, qui couvrira la période allant du 26 septembre au 3 octobre, nous sommes d'abord invités à nous familiariser avec les énergies qui régissent le signe de la Balance. En effet, contrairement aux énergies du Lion et de la Vierge, toutes deux colorées par le rayon 2 d'amour-sagesse et orientées vers l'inclusivité, celle de la Balance relève du rayon 3 d'intelligence créatrice et de ses déclinaisons. Au cours de cette phase d'alignement, il s'agit donc de nous accorder progressivement à ces vibrations nouvelles, afin de nous ajuster à cette nouvelle proposition. Cette intelligence créatrice nous incite à discerner et à nommer les changements subtils qui s'expriment dans nos états d'être et nos manières de penser, pour pouvoir ensuite les incarner de façon cohérente. Il ne s'agit pas de bouleversements spectaculaires, ni d'un simple éclairage intellectuel posé sur une situation, mais bien d'expériences vécues qui apportent une compréhension nouvelle avec laquelle nous sommes désormais appelés à évoluer. Et ce n'est qu'une fois ces expériences reconnues et intégrées qu'elles pourront se répercuter sur l'ensemble de notre existence, parfois de façon imperceptible, mais pourtant bien réelle. Et dès lors, une question essentielle se pose, au cours de cette période. Qu'avons-nous découvert de neuf cette année, dans notre rapport aux justes relations? Quelle prise de conscience pouvons-nous désormais reconnaître comme germe d'un nouvel équilibre à incarner? Et c'est ainsi préparé que nous pouvons entrer dans la phase de contact du 4 au 10 octobre. Pendant cette période de pleine lune, nous sommes invités à nous ouvrir pleinement aux énergies du rayon 3 d'intelligence créatrice. Ce temps de réception nous demande de demeurer en unité de conscience avec tous ceux, proches ou lointains, visibles ou invisibles, qui marchent eux aussi sur le sentier de la vérité. Parce que ce n'est qu'ensemble, reliés dans un même élan, que nous pouvons recevoir une lumière plus vaste, capable d'éclairer nos choix. Cette lumière ne se capte pas pour le seul usage du mental concret, mais par un mental aligné sur l'âme, réceptif et disponible. Bien sûr, ne nous attendons pas à recevoir des idées géniales ou des solutions toutes faites, parce que l'attente projette toujours une image issue du connu et referme la porte à l'inédit. Et donc c'est en demeurant ouvert, sans projection ni exigence, que nous devenons capables d'accueillir une part de vérité subtile, inattendue, mais suffisante pour aspirer avec justesse le pas suivant. Et c'est alors que vient le moment où la part de vérité, si infime soit-elle, prend tout son sens, en circulant dans nos relations. Elle devient alors invitation à plus de justesse dans nos paroles, à plus d'équilibre dans nos engagements, à plus d'ouverture dans nos liens. Et ce moment, c'est celui qui correspond à la phase de distribution du 11 au 17 octobre. Et s'il est vrai que le printemps, avec ses 3 grandes fêtes spirituelles, est le sommet énergétique de l'année, n'oublions pas que l'automne en est la manifestation. Parce que si les énergies contactées en bélier, en taureau et en gémeaux ne prennent pas racine pour transformer nos façons d'être au monde en balance, en scorpion et en sagittaire, l'évolution s'en trouvera bien ralentie. Et c'est pourquoi dès le début de l'automne, la balance vient rappeler l'importance de notre engagement. Pour chacun de nous et pour l'humanité tout entière, à une époque où les nations, les sociétés sont appelées à définir la nature de leurs relations entre elles, mais aussi avec les autres règnes de la vie. Le monde a besoin de lumière, et nous pouvons en apporter en nous faisant relais de l'énergie d'intelligence créatrice et en l'appliquant avec une plus grande cohérence. Parce que ce qui compte, ce ne sont pas les grands discours, ni les vœux répétés avec éclat. Non, ce qui compte, c'est le geste quotidien, la note juste, si humble soit-elle. C'est cette fidélité concrète, vécue pas à pas, qui nous est demandée. Et sans céder au découragement.
parce que le découragement n'est en vérité qu'un voile que nous inventons pour nous détourner de l'essentiel et ralentir notre avancée. Et c'est ainsi qu'au quotidien, nous pouvons porter une attention particulière à 3 aspects fondamentaux de notre société en rapport avec le rayon 3 d'intelligence créatrice. 3 aspects qui traduisent, sur les plans du mental, de l'émotionnel et du physique, les justes ou les injustes rapports. Ce sont la relation à la loi, la relation qu'on entretient à la loi, aux lois, les relations entre les sexes et la relation à l'argent. Ces 3 relations sont actuellement au cœur de tous les problèmes du monde et qui déterminent, ils sont complètement dépendants de l'énergie balance. Et donc c'est en s'efforçant de vivre d'une manière plus juste ces 3 relations que nous pouvons par exemple contribuer discrètement et à notre mesure à l'évolution de la société. Et c'est alors que nous entrons dans la dernière phase du 18 au 25 octobre où la balance nous appelle à assimiler pleinement le travail du moi. C'est une étape subtile, parfois silencieuse, mais décisive. Car sans elle, les élans reçus demeurent de simples intuitions, mais vite dissipées. Assimiler, c'est transformer la lumière perçue en substance vivante. C'est faire descendre l'inspiration jusque dans nos choix, dans nos gestes et dans nos relations. À l'échelle collective, ce travail est plus urgent que jamais, parce que le climat mondial reflète nos états intérieurs, nos rancunes, nos jalousies, nos désirs de pouvoir, qui nourrissent division et violence. Alors, reconnaître pleinement notre part de responsabilité, c'est donc le premier pas d'une véritable révolution des consciences. Et se fera par le courage quotidien de choisir le bien commun. Le courage de renoncer à l'égoïsme et aux privilèges qui blessent les autres. À l'échelle individuelle, la balance nous invite à revisiter nos engagements récents. Comment les incarnons-nous dans notre vie? Avançons-nous dans la cohérence et la commesure? Chaque petit acte de justesse est une note juste dans la grande symphonie de la cohésion humaine. Ainsi, la phase d'intégration n'est pas un achèvement figé, mais une respiration qui prépare déjà le cycle suivant. Elle est équilibre, elle est mesure, elle est fidélité silencieuse. En nous accordant à ce rythme, nous devenons capables de transmettre au monde, presque à notre insu, une vibration durable de paix et de cohérence. Alors, en conclusion, nous pourrions juste ajouter que amour, sagesse et intelligence créatrice ne sont pas 2 voies séparées, mais un même élan qui unit, éclaire et construit. Ces énergies qui nous ont accompagnés en Vierge et qui nous accompagnent en Balance sont indissociables. Ensemble, elles nous aident à ancrer dans nos consciences et nos actes les nouvelles façons d'être et d'agir dont le monde a tant besoin. Et c'est en cultivant avec détermination l'expansion de conscience comme acte d'amour et l'intelligence créatrice comme force de cohérence que nous ouvrons la voie des relations plus justes. Ainsi, chacun de nos pas peut contribuer humblement, mais réellement à l'avènement d'une humanité plus consciente et unifiée. Et c'est ce que nous allons chercher à mettre en œuvre maintenant avec notre méditation